Où se situe la frontière pour l'employeur entre ce désir de performance et la volonté de ne pas abîmer les équipes et de créer du contentieux éventuellement? Ce sujet, ça recouvre en fait dans votre question toute la question du variable, de la performance, des objectifs. C'est ça que vous visez implicitement. L'employeur a une position qui est assez particulière. Dans le droit français, il a une position descendante, un peu comme militaire. C'est lui qui décide. Et il décide dans l'intérêt de l'entreprise. Et il a donc des salariés qui viennent travailler et qui sont censés se conformer à ce qu'on leur demande de façon descendante. Et donc il veut mesurer qu'ils font ce qu'on leur demande, qu'ils se donnent le mal qu'on leur demande de se donner pour arriver à une certaine performance. Et ce contrôle de la performance, c'est ce qui mène ensuite, éventuellement, quand ça dérape, à des contentieux sur le variable, à des débats d'abord internes RH sur le variable, sur les objectifs, à des licenciements pour insuffisance professionnelle. On n'a pas atteint la performance attendue. Et en fait, ce vocable du contrôle de la performance, il recouvre tout ce qui, dans l'entreprise, en effet, se mesure. Et on mesure plein de choses dans l'entreprise. Alors les chiffres, c'est facile à mesurer, en principe. Parfois, tout le monde ne sait pas exactement de quoi est composée une donnée, donc parfois c'est un petit peu compliqué. Et puis, la tendance, depuis une quarantaine d'années, c'est d'essayer de mesurer aussi ce qui ne se mesure pas. Donc mesurer des choses subjectives, mesurer l'implication des gens, mesurer leur côté, leur qualité managériale. Tout ça, c'est assez flou. Et ça ne se mesure pas très bien. Et comme ça ne se mesure pas très bien parce que c'est subjectif, le contrôle de la performance, il amène par exemple à mettre en place ce qu'on appelle des 360, c'est-à-dire des notations d'une personne par les gens qui sont en dessous, les gens qui sont autour et les gens qui sont au-dessus. Donc ça fait 360. Comme ça, on a une mesure avec plein de, on en parlera, mais avec plein de biais et de déviances ou de dévoiements qui sont possibles. Tout ça pour arriver à quelque chose qui essaye, et c'est ça la philosophie, de s'éloigner du subjectif. Le droit français a posé plusieurs règles, plusieurs grands principes, et l'un des premiers principes, c'est l'égalité de traitement. Ça vient d'un vieil arrêt qui s'appelle l'arrêt Ponsol, mais enfin bon, peu importe. L'égalité de traitement, c'est l'idée de dire que les gens qui font le même métier, avec la même expérience, les mêmes enjeux, doivent être payés pareil. On peut y voir un petit côté communiste, mettre tout le monde au même niveau, avec tout le monde le même salaire, même s'il y a des gens qui se donnent plus de mal que les autres. On peut y voir aussi un petit côté proudhonien, en disant après tout, on travaille tous ensemble, donc on peut être tous payés pareil. En tout cas, il y a quelque chose de politique derrière ça, qui est le contraire de la pensée capitaliste classique, où on paye les gens en fonction de leur performance, en fonction de leur valeur quand ils sont rentrés dans l'entreprise et en fonction de la valeur qu'ils ont apportée à l'entreprise. Voilà, donc l'idée c'est en France de rester sur ce principe d'égalité de traitement en disant sur un job égal, tout le monde doit être payé pareil. 2, sur tout ce qui peut être variable, il faut pouvoir l'expliquer et il ne faut pas que cela soit discrétionnaire, le fait du prince. Ça, c'est un vieux truc dans l'esprit des Français, qui est probablement la raison pour laquelle on a coupé la tête au roi Louis XVI, c'est qu'il y avait un côté discrétionnaire. C'est un vieux ressort de féodalité, le seigneur qui a le droit de vie ou de mort sur ses serfs. Donc il y a une espèce peut-être de vision un peu inconsciente que le chef d'entreprise, finalement, c'est comme le seigneur qui a le pouvoir sur ses salariés et qui pourrait décider, de manière discrétionnaire, de favoriser Jean et de défavoriser Jeanne, de favoriser Thomas et de défavoriser Mohamed. Donc l'idée, c'est d'essayer d'avoir des choses qui soient mesurables scientifiquement. On n'est pas le seul pays à faire ça. Mais il y a des pays dans lesquels
le discrétionnaire est assumé. Et donc, ça pose en France plein de problèmes, des problèmes philosophiques, des problèmes culturels, et puis des problèmes légaux, et c'est de ça dont on va parler. Vous pensez qu'il y a des systèmes de performance intelligents et au contraire d'autres qui seraient toxiques dans l'entreprise ? Oui, alors en fait, c'est une très bonne question. Un système de performance intelligent, c'est un système de performance qui est adapté à l'entreprise française, à l'endroit où elle est. Autrement dit, je ne crois pas, et j'en vois les dérives, aux systèmes de performance mondiaux, déclinés de façon mondiale, partout pareil, et puis appliqués en France comme ils sont appliqués à Singapour, au Soudan, en Afrique du Sud ou au Brésil. Ça ne peut pas marcher. D'ailleurs, ça ne marche jamais. Ça ne pose que des problèmes. Il y a un premier problème qu'on peut citer, c'est que, et ça c'est vraiment un sujet important, très, très technique, en France, le français est impératif. Et il est impératif, c'est pour ceux qui ne regardent pas l'histoire lointaine, la loi Toubon, mais avant la loi Toubon, c'est l'édit de Villers-Cotterêts, donc sous François Ier, mais qui a posé en règle que le français était la seule langue qu'on pouvait entendre à l'intérieur du royaume. Et cette règle d'utiliser toujours le français, elle a survécu jusqu'à nous, elle existe encore aujourd'hui, évidemment dans la relation entre un employeur et son salarié. Donc quand on est dans des entreprises françaises, encore que quelquefois, on devrait utiliser que le français, entre l'employeur et le salarié, pour les objectifs, pour les performances, pour les systèmes de performance. Et quand on est un groupe étranger avec une filiale en France, on ne peut utiliser la langue étrangère, c'est-à-dire en général l'anglais, qu'à deux conditions. Un, on a la preuve que le salarié la comprend. Et deux, le système de performance, d'objectif par exemple, il descend directement, il arrive directement de l'étranger, il n'est pas remis sur le papier en tête de l'entreprise française, parce que s'il est remis sur le papier en tête de l'entreprise française, c'est un système français, il doit être en français. Il y a eu de la jurisprudence sur le sujet, et un de mes clients en a fait les frais. Donc il faut bien penser à ça, un système mondial qui en plus va être en anglais, il a tous les torts, tous les travers, et l'entreprise française qui n'est qu'une filiale d'un groupe mondial et qui applique ça, elle va avoir des problèmes monstrueux, d'abord des problèmes de compréhension, donc déjà les salariés ne comprennent pas toujours ce qu'on leur demande, les termes ne sont pas forcément très précis, les traductions sont souvent mal données, évidemment s'il y a une traduction française, là il n'y a plus de sujet, mais en général il n'y a pas de traduction. Et puis en plus, les juges, parce qu'il faut se placer dans l'hypothèse qu'un jour, peut-être, il y aura un contentieux sur ce système de performance, ce système de rémunération variable. Les juges, eux, ne veulent pas voir autre chose que du français. Et le jour où on fait basculer un document anglais qu'on est obligé d'utiliser dans un contentieux en français, pour qu'il soit recevable, il faut le faire traduire par un traducteur juré. Ça coûte absolument une fortune. Donc ça n'a vraiment pas de sens de faire ce genre de truc-là, surtout qu'au bout de cette traduction, la traduction faite par le traducteur juré 5 ans après les faits va peut-être pas du tout correspondre à ce que le salarié pensait, lui, comprendre, et encore moins ce que l'entreprise pensait, elle, dire dans ce système, par exemple, de commission variable. Donc c'est un sujet, un bon système, un système intelligent de performance, c'est un système qui a été francisé et adapté à l'entreprise en France, si c'est une entreprise internationale, et quand on est sur une entreprise simplement française, un système de performance, c'est un système qui est adapté non pas à chaque salarié, ça n'aurait pas de sens, mais qui est adapté aux particularités éventuellement entre le nord et le sud. On vend moins de piscines, par exemple, dans le nord que dans le sud de la France. Et ben, le commercial du nord de la France, on ne peut pas lui demander de réaliser un chiffre d'affaires identique à un chiffre d'affaires d'un commercial qui vend les mêmes piscines dans le sud de la France. Donc, le système intelligent, c'est celui qui est adapté. Le système toxique, c'est celui qui est plaqué, sans réflexion, et qui va mettre les salariés dans un stress total parce qu'ils n'arrivent pas à réaliser ce qu'on leur demande. Et là, il se passe deux choses. Soit on a des salariés qui se retrouvent en burn-out parce qu'ils n'arrivent pas, ils essayent, mais ils n'arrivent pas
à atteindre les objectifs qu'on leur demande, soit ils s'en vont, ils votent avec leurs pieds, ils s'en vont, et ils changent d'entreprise. Et quand une entreprise constate qu'elle a des commerciaux qui s'en vont en grand nombre, je leur recommande de faire des interviews de sortie. Les gens qui démissionnent, c'est les gens qui ont le plus de choses à dire sur l'entreprise, parce qu'ils n'ont plus d'enjeux vis-à-vis de l'entreprise, donc ils peuvent parler à cœur ouvert. Et on apprend énormément de choses. Quand on voit par exemple plein de commerciaux qui s'en vont d'une entreprise, c'est qu'il y a un problème sur le système de rémunération variable la plupart du temps, puisque c'est ça qui fait que les commerciaux restent ou partent. Quand vous nous dites les salariés partent parce qu'ils ont des objectifs qui ne sont pas tenables, à quoi ressemblerait un objectif bien construit, à la fois juridiquement et sur un côté managérial ? Alors, il y a deux manières de construire l'objectif. D'abord, la première règle, c'est de savoir qu'il ne faut surtout pas rentrer dans un débat avec les salariés sur leurs objectifs. Il ne faut pas rentrer dedans parce que c'est très chronophage. Parfois, on ne trouve pas de solution. Et quand on n'a pas trouvé de solution, on se retrouve dans une impasse. Les contrats de travail qu'on fait signer à nos clients comportent toujours une fixation des objectifs par l'employeur. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas discuter un peu avec le salarié, mais on ne va pas chercher à se mettre d'accord avec lui. On va vérifier que les objectifs qui sont fixés sont des objectifs tenables, atteignables, peut-être un peu mieux que l'année dernière, etc. On va écouter, mais in fine, c'est l'employeur qui va fixer. Donc très important, dans les contrats de travail, il doit y avoir la mention que les objectifs annuels, par exemple, sont fixés, pas discuter ou négocier avec le salarié, fixé par l'employeur et imposé au salarié. Deuxième chose, il faut de manière impérative, parce que c'est la jurisprudence constante de la Cour de cassation, que ces objectifs soient fixés en début d'année, en début d'exercice, en début de période. Si on est sur une période au trimestre, faut que ce soit idéalement fixé avant même le début du trimestre, une semaine avant, ou dans les 2 semaines du début du trimestre. Mais plus vous fixez les objectifs tard, plus en tant qu'employeur vous vous exposez à un risque catastrophique qui est que un objectif fixé tard ou pas fixé du tout, parce que je le vois chez certaines entreprises, parfois en apparence les plus organisées, c'est comme si l'objectif avait été atteint et la totalité de la rémunération variable est due aux salariés. Donc, c'est toujours la barbe de la fixation des objectifs, c'est un moment compliqué. Il y a 2 moments compliqués dans les entreprises chaque année, la fixation du budget et à partir de la fixation du budget, la fixation des objectifs. Ces 2 moments sont des moments très très importants. La fixation du budget, elle dit voilà ce qu'on va faire comme chiffre d'affaires, donc voilà ce qu'on va pouvoir dépenser en salaire, en loyer, en investissement, en recherche et développement. Donc elle définit une première enveloppe. Et la deuxième, c'est une discussion difficile, délicate pour tout le monde, parce qu'on essaye qu'on nous impose pas des sommes trop importantes. Quand on est un chef d'équipe, un directeur d'unité, un directeur d'usine, on essaye de pas avoir des objectifs trop importants. Donc on résiste pour pas que ce soit trop. Et une fois qu'on a des objectifs de chiffre d'affaires réalisés et de dépenses, ce chiffre d'affaires, on va le découper entre les différentes forces commerciales. Et les différentes forces commerciales, ce sont des salariés commerciaux qui vont devoir, tous ensemble, arriver à ce que la somme de ce qu'ils font chacun représente le chiffre d'affaires qu'on a prévu et défini ensemble. Le budget, c'est la barbe pour tout le monde, mais il faut le faire. Les objectifs, comme on est fatigué parce qu'on a mis en place le budget, souvent, la fixation des objectifs, la définition des objectifs est un sujet qui est bâclé parce que ça casse les pieds aux patrons d'équipe, aux managers locaux, etc., de se confronter avec leurs équipes pour leur dire, voilà, l'année dernière on devait faire 1000, cette année on devra faire 1200 ou 1100. Vous êtes 10 commerciaux, l'année dernière vous deviez faire 100 chacun, cette année vous devrez faire 110 chacun. Et toi, tu vas faire 110 parce que c'est la moyenne. Toi, tu vas faire 105 parce que dans ta région, c'est plus compliqué. Donc déjà, si tu arrives à 105, c'est bien. Toi, tu devras faire 115 ou 120. Et là, il y a une confrontation du patron
avec son équipe, du manager avec son équipe, du chef d'équipe avec son équipe, du directeur de zone commerciale, enfin du directeur commercial de zone avec son équipe, où il doit faire passer les demandes, les exigences qui arrivent de la direction, et le plus souvent qui arrivent de l'actionnaire au-dessus qui lui veut un certain chiffre d'affaires parce que ça aura derrière une certaine rentabilité. Et cet élément-là fait que souvent les entreprises dérivent sur le moment de la fixation des objectifs, et quand c'est fixé trop tard, eh ben c'est comme si ça n'avait pas été fixé, et j'ai plein de cas qui viennent où les salariés réclament en justice, et ils l'obtiennent, le paiement de la totalité de leurs variables, parce qu'on leur a fixé leurs objectifs trop tard ou pas du tout. Donc c'est encore un aspect à penser très en amont pour les entreprises. Et moi, ça m'amène une autre question, c'est la fixation des objectifs, c'est très bien, mais quid du télétravail? Est-ce que l'entreprise doit et peut contrôler et où placer le curseur en fait? Oui, alors là, on fait un peu un pas de côté parce que le télétravail n'est qu'une modalité du travail, et en fait le télétravail, si on peut dire, existe depuis toujours pour les commerciaux. Parce que il y a beaucoup en France de commerciaux itinérants, donc des gens qui se déplacent dans la zone qu'on leur a assignée, et ces gens ne reviennent parfois jamais au siège social, donc ils télétravaillent déjà. Ils sont en train de se déplacer d'un point de vente à un autre point de vente où ils présentent leurs produits, leurs services. Et ces gens-là sont déjà tout le temps en train de se déplacer. Et puis ils reviennent à leur domicile, et de leur domicile, à la fin de la semaine par exemple, ils font un rapport de tout ce qu'ils ont fait dans la semaine, qui ils ont vu, où en sont telle et telle proposition de devis, etc. Donc ces gens-là télétravaillent déjà. Et malgré tout, ils ont des objectifs. Je pense que ce que vous visez, c'est pas cette situation que je viens d'expliquer, c'est une autre, c'est celle des gens qui sont en télétravail tout en ayant des objectifs, et comment on contrôle qu'ils respectent les objectifs qu'on leur a demandés, c'est ça? Tout à fait. Et qui vont en fait se conformer à ce que l'entreprise leur a demandé. Et là, on a une problématique très intéressante et extrêmement fréquente. En fait, les salariés qui sont en télétravail sont censés réaliser chez eux exactement la même chose que ce qu'ils faisaient au bureau, ou qui n'ont parfois jamais fait au bureau parce qu'ils ont fait du télétravail dès le début, ou ce qu'ils font quand ils sont au bureau, pour ceux qui ne sont pas en totalité, en télétravail total, mais qui sont en télétravail 2 jours par semaine. Et derrière votre question, j'entends une critique sous-jacente d'un certain nombre d'employeurs qui disent j'ai l'impression que quand ils sont en télétravail, mes salariés sont moins impliqués, ils entendent plus télé que travail, ils sont moins impliqués, ils sont moins présents, ils sont moins efficaces que quand ils sont au bureau où je peux les contrôler. Puisque c'est ça le sujet. Pourtant, il y a des études, alors je ne l'ai pas en tête, mais qui disent que les gens seraient plus performants en télétravail qu'en poste au bureau. Oui, alors ça, je ne veux pas faire le vieux grincheux, mais c'est quand même très discutable. Ces études, j'en ai lu plusieurs. J'ai pas l'impression qu'elles soient faites avec peut-être pas le sérieux, mais avec la mesure qui s'impose. Dans notre sujet du jour, on parle de la mesure de la performance. Comment on mesure sérieusement dans des activités de service, parce que la boulangère qui se met en télétravail, ça ne marche pas. Comment on mesure dans des activités de service le niveau, la qualité du travail, donc le niveau de performance de gens qui ne sont pas là. En fait, il y a plusieurs situations, elles sont très différentes. Il y a la situation des gens qui, par exemple, font de la programmation, donc tout ce qui est dans l'informatique. Alors là, pour le coup, le
travail de quelqu'un qui fait de la programmation, il est assez facile à mesurer parce qu'en fait, on voit les lignes de code qu'il a faites, on voit les briques qu'il a construites et qui peuvent venir se poser avec les briques que les autres programmeurs, en même temps que lui, ont fabriquées et qui se s'imbriquent bien et qui font qu'un programme tourne. C'est mesurable, mais à dire vrai, lui, qu'il soit derrière son écran à programmer au siège social ou derrière son écran à programmer dans un centre de travail partagé, un coworking quelconque, ou même chez lui, il n'y a pas tellement de différence parce que son métier est un métier qui, par essence, ne nécessite pas forcément de la relation avec les autres. Là où ça devient très très compliqué, c'est quand les interactions humaines sont absolument indispensables. J'ai vu, moi, des grandes entreprises d'informatique qui créaient des programmes, des progiciels, des logiciels, qui mettaient en place des systèmes avec des gens qui étaient tous distants, d'ailleurs pas toujours en France, mais parfois un peu en France, un peu ailleurs, et où ça fonctionnait bien parce que l'interaction humaine est assez faible et que surtout ce qu'il faut, c'est créer des briques qui vont rentrer dans le système au bon moment et qui vont parler avec le reste du système. C'est pas du tout la même chose quand on parle, par exemple, d'une fonction support qu'est la DRH, où on imagine du personnel d'une direction des ressources humaines qui est éclaté en télétravail total et qui n'est jamais sur place pour rencontrer les gens. On perd quelque chose. D'abord, dans le télétravail, on va perdre une première dimension qui est le contact humain. Et donc, on va avoir des gens qui vont interagir avec les autres, que ce soit des candidats, des salariés ou les autres gens de l'équipe, à travers un écran. Et donc, on perd la patte humaine, on perd le contact, on perd la qualité du sourire, on perd le moment, on perd déjà une première dimension. La deuxième chose, c'est que on va, dans cette fonction de télétravail, pour mesurer si les gens font bien, on va mesurer quoi ? On mesure leur performance en télétravail. Donc on va mesurer le nombre d'entretiens qu'ils auront fait dans la journée, le nombre de candidats qu'ils auront interrogés par visio dans la journée. Est-ce qu'on est sûr de la qualité de l'environnement dans lequel ils travaillent? Et ça, c'est le deuxième niveau de dégradation, en fait. Est-ce qu'on est sûr de l'environnement dans lequel ils vivent par rapport au travail qu'ils font? En DRH, on discute avec un candidat, on discute avec un salarié, on discute de sujets très importants, parfois très intimes. On imagine quelqu'un qui est DRH, mais qui est dans sa cuisine ou dans sa salle à manger, et il y a les enfants qui rentrent de l'école, il y a le chien qui passe, et il y a le mari qui rentre du travail, ou la femme qui rentre du travail. La concentration, le niveau d'intimité, le niveau de confidentialité, il n'est pas tout à fait le même. Pourtant, sur le papier, qu'est-ce qu'on va dire ? A, qui est en télétravail, a fait 10 entretiens dans la journée. B, qui est au bureau et pas en télétravail, a fait 10 entretiens dans la journée. Moi, je pense que la mesure de la performance en télétravail, elle ne prend jamais en compte ça, c'est-à-dire la qualité de l'environnement, le niveau, et c'est très très difficile à mesurer, le niveau d'humanité qu'il faut dans le rapport à l'autre pour exercer son boulot. Et d'ailleurs, je vois que cette non-mesure, cette idée dans le fond du cerveau des managers que les gens en télétravail sont moins efficaces. Quand ils sont en télétravail le vendredi, c'est le début du week-end en fait, le vendredi matin. Alors ils sont détendus pour travailler, mais est-ce qu'il faut être détendu pour travailler ? Est-ce que vraiment être détendu, c'est ça qui donne la bonne qualité de travail ? C'est peut-être vrai dans certains métiers. Je ne suis pas sûr que ce soit applicable à tous. Donc je vois ça, et je vois un mouvement dans les entreprises qui sont mes clients, de ramener les gens au bureau. Et ça pose des problèmes affreux. La première objection de ces cohortes de salariés pour ne pas revenir au bureau, c'est exactement la question que vous venez de poser. C'est pour nous fliquer que vous voulez nous voir au bureau ? Et ça dit quelque chose, parce qu'en fait, le contrôle de ces gens, il est très très difficile au bureau. Je me rappelle
une anecdote. Il y a eu la Covid. On a tous été obligés de se mettre en télétravail complet, forcé. On n'avait pas le choix. À la fin de la Covid, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont dit aux salariés, finalement, ça marche pas mal. On va rester comme ça. Puis les entreprises se sont rendues compte qu'il y avait quand même des choses qui étaient compliquées. Le collectif avait disparu, les relations entre les gens avaient disparu, la machine à café, ça a l'air de rien, la machine à café. Mais ça crée du lien et du liant entre les humains. Et ça crée un collectif. Et on se sent faire partie d'une espèce de famille. Et on discute avec les gens, des gens qu'on aime, des gens qu'on n'aime pas, mais on a plaisir à se retrouver là, à discuter. Ça fait un peu le radio-moquette de l'entreprise. Quand les entreprises, revenant de la Covid, ont dit on va commencer à revenir au bureau. Les gens ont dit non, mais ça marche bien comme ça. Et là, j'ai des clients qui m'ont dit alors nous, on est d'accord pour qu'ils restent en télétravail, mais comme quand ils étaient avec nous au bureau, on veut que la caméra de leur ordinateur reste allumée du moment où ils s'installent devant leur bureau le matin jusqu'à l'heure du déjeuner, et quand ils reviennent après le déjeuner, et jusqu'au soir, parce qu'on veut pouvoir les avoir sous la main. Quand on a dit ça, dans plusieurs entreprises, les syndicats se sont dressés en disant « c'est du flicage ». Ce à quoi on a répondu « mais enfin, quand les salariés étaient dans l'open space, ils étaient là, c'était pas du flicage ». Donc qu'est-ce que ça change ? Ah non, c'est du flicage, c'est de l'intrusion chez eux. Ah bah oui, puisqu'ils demandent à télétravailler, ils sont chez eux, ça c'est sûr. Donc comment fait-on ? Et là, les salariés en fait disaient, non mais, sans l'avouer complètement, mais disaient, non mais c'est quand même très intrusif si vous pouvez me regarder sans que je vous voie. Et les employeurs, mes clients me disaient, mais je les regarde sans qu'ils me voient quand ils sont dans l'open space. Quand ils sont dans leur bureau en train de travailler et que la cloison est un peu vitrée, je vois s'ils sont en train de travailler ou s'ils ont les deux pieds sur le bureau en train de discuter manifestement de leurs prochaines vacances. Ou je passe derrière eux et je vois leur écran. Et je vois qu'ils sont sur, on va pas faire de la publicité pour un site de dernière minute pour des voyages, mais voilà, ce genre de choses. Donc il y a eu cette résistance, les entreprises essayent de revenir dessus, et essayent de revenir dessus pour la question que vous posez, comment on fait pour contrôler des gens en télétravail, pour mesurer leur performance ? Ça dépend des métiers, mais c'est dans beaucoup de métiers pratiquement impossible. Ça pose une autre question. Ah oui, une autre question. Oui. Vous ne pensez peut-être pas la même que moi, mais je vous écoute. Qu'est-ce qui peut vraiment déraper pour un employeur dans ce système de performance et de notation ? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a des choses qui les amènent directement de la case conseil à la case contentieux avec vous ? Oui, alors on en a parlé, c'est quand on n'a pas fixé les objectifs, mais même quand on a fixé des objectifs et qu'on contrôle la performance, il y a une chose dont il faut absolument se garder. Et j'en ai eu l'expérience dans un dossier qui était très, très intéressant, qui a fait l'objet de pas mal de commentaires des autres avocats et des professeurs de droit. Dossier que j'ai perdu parce que c'était comme ça et on pouvait pas. En fait, le coût était irrattrapable. Dans une entreprise, il y avait un système de contrôle de la performance et la plupart des salariés à qui on demandait de la production et un peu de démarche commerciale arrivaient à remplir les critères. Et il y avait dans la cohorte de ces gens qui produisaient et qui faisaient un peu de commerce, une personne qui c'était probablement la conséquence de son évolution, de sa vie personnelle, n'arrivait plus à faire du développement commercial. C'est vrai aussi que le métier qu'il faisait, qui était un métier assez particulier, avait évolué sur 20 ans, et donc les demandes, les exigences des clients, la taille des clients n'étaient plus tout à fait la même. Bon. Bref, cette personne n'arrivait plus à le faire. Comme elle n'y arrivait plus, l'envie de l'entreprise a été d'y mettre fin. Le contrôle de la performance donnait un résultat insatisfaisant, licenciement pour insuffisance professionnelle. Ça, c'était la tentative, l'envie de l'entreprise de mettre fin au contrat de travail pour insuffisance professionnelle. Ils auraient pu le faire tout de suite. On avait vraiment une chute du développement commercial qui était très important. Dans une démarche
on va dire, charitable, peut-être chrétienne, en tout cas quelque chose qui ressemble. L'entreprise a dit, on ne va pas la sanctionner par un licenciement tout de suite, on va lui donner une chance et donc on va l'accompagner pour arriver à redresser cette partie développement. Et cet accompagnement a été fait avec, on utilise toujours ce terme anglicisé dont j'ai horreur, milestone, donc une pierre kilométrique, une borne kilométrique. Bref, on a posé des bornes, plusieurs bornes à l'avance en disant on va t'accompagner, puis on va faire un point d'étape tous les 3 mois sur la progression que tu arrives à faire dans le développement commercial. Elle continuait à produire bien, mais le développement commercial s'était vraiment éteint. La personne n'y arrivait pas. L'entreprise, au bout d'1 an, constatait qu'il n'y avait pas d'évolution, mais tout en contrôlant sa performance et tout en essayant de l'aider, elle se disait « Non, mais quand même, on va quand même lui donner une deuxième chance. Donc on va lui donner une deuxième année avec des points d'étape. » Et à la fin de cette deuxième année de points d'étape, 2 ans de points d'étape, ça ne se redressait pas. Et donc l'entreprise décide de rompre le contrat de travail pour insuffisance professionnelle, c'est-à-dire l'incapacité de développer. On était tombé à quasiment 0, là où les autres étaient capables de générer 500 000, 1 million d'euros de nouveaux contrats. On s'est retrouvé au contentieux. Parce que le contrôle de la performance, quand il dérape, soit parce qu'il est trop important, soit parce qu'il est trop vigoureux, soit parce que la rupture est trop brutale, parce qu'on ne fait pas la performance attendue, soit parce que c'est trop lent, ce qui était le cas. La décision de l'employeur était trop lente, il a été trop bienveillant, trop magnanime, trop clément vis-à-vis de ce salarié. On s'est retrouvé au contentieux, et au contentieux, la salariée a sorti un joker en disant « En fait, j'étais harcelée. J'étais harcelé par ma boss, ma supérieure, ma boss comme ils disent, qui tous les 3 mois, ça revient très très vite tous les 3 mois, me demandait un point d'étape, où j'en étais, et ça me mettait en stress. L'arrivée de cette réunion, je stressais 15 jours avant la réunion, je mettais 1 semaine à m'en remettre, et à peine 2 mois et demi après cette réunion, hop, la réunion suivante arrivait, et je voyais que j'y arrivais pas, j'étais en stress. Et la Cour de cassation lui a donné raison, et la Cour de cassation a rejeté notre pourvoi, en disant, en fait, le temps que vous avez attendu, les nombreux points d'étape que vous avez faits, ont fini par mettre la salariée dans une situation un sentiment de harcèlement, parce qu'effectivement, à chaque fois que sa supérieure la rappelait, lui passait un coup de téléphone, même pour une information tout à fait anodine, elle pensait qu'elle était en train de lui parler de la prochaine réunion qui allait arriver. Ce qui m'a permis de dire à la cour d'appel, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse alors ? C'est le piège. Soit on licencie tout de suite, parce que les performances sont, 2 ans avant, les performances étaient vraiment pas bonnes du tout. Donc on licencie tout de suite. Et vous nous auriez dit, ah mais comment, vous avez licencié trop vite, vous auriez dû prendre le temps d'aider, d'accompagner cette personne pour qu'elle revienne dans la moyenne de ses collègues. Soit vous nous dites, vous avez attendu 2 ans, vous avez accompagné, mais là, c'est du harcèlement. Donc, le danger d'un système de performance qu'on contrôle, c'est qu'on contrôle mal, on contrôle trop, on rompt trop vite ou on rompt trop tard le contrat de travail. Il y a une question de doigté vraiment difficile. La question se pose de qu'est-ce que peut faire l'employeur en amont pour éviter ce genre de situation trop long, trop court, où ce sera de toute façon jamais bien. Alors, d'abord, je ne vais pas vous surprendre, il faut qu'il ait un avocat spécialiste en droit du travail qui puisse l'accompagner sur ce genre de sujet, parce que ce n'est pas que un sujet de consultant en comp and ben, comme on dit, compensation and benefits, donc un consultant en rémunération. C'est pas que ça, c'est aussi une anticipation de ce qui peut se passer après. Ensuite, il faut absolument former les managers et les amener personne par personne, parce que tout le monde ne supporte pas la pression pareille, personne par personne, à adapter
les systèmes de contrôle de la performance à chaque personne, de manière à éviter de tomber dans la situation qui était celle-là, où finalement la personne s'est sentie coulée. Elle était accompagnée, elle était ultra accompagnée pendant 2 ans, mais en fait elle a eu l'impression qu'elle coulait, qu'elle n'y arrivait pas. Et puis à former les managers aussi à s'interroger sur les capacités de la personne en question, parfois faire des exceptions en disant bon bah cette personne elle pourra jamais faire de développement, mais c'est une super consultante, donc on va la garder comme consultante pure, et puis bah on va lui proposer aussi de pas avoir la même rémunération peut-être, parce qu'elle développe plus, mais au moins elle produit. Bon, tout ça c'est quand même toujours beaucoup de l'humain, mais il y a une vraie raison dans le contrôle de la performance à s'interroger et à ne pas se transformer en machine aveugle, sourde et muette. Donc beaucoup de communication, beaucoup d'anticipation. Si aujourd'hui vous deviez délivrer un message clé aux dirigeants ou aux DRH à propos de la performance, quel serait-il ? La performance, c'est votre meilleur ennemi. Parce que lorsque vous avez l'ambition de la performance, vous allez vous focaliser dessus. Or, le système de performance, le contrôle de la performance, derrière le licenciement pour insuffisance professionnelle, ou au contraire, les promotions, les bonus, les commissions, l'enrichissement, tout ça ne fonctionne qu'avec de l'humain. Et c'est votre meilleur ennemi. Si vous ne faites pas attention, la performance va vous exploser à la figure, le contrôle de la performance va vous exploser à la figure. Et à l'inverse, est-ce que vous auriez dans votre pratique un exemple de système de performance qui s'est transformé en véritable levier de performance pour une entreprise ? Oui, j'ai vu ça, mais c'est dans une entreprise, dans une région proche de l'Atlantique, où une entreprise très intéressante avec ce qu'on appelle une entreprise libérée, donc avec pas de système hiérarchique, un truc assez étonnant qui ressemble un peu à l'utopie proudhonienne. C'est tout à fait curieux, mais dans laquelle l'absence de hiérarchie faisait que la discussion, c'est pas adaptable à toutes les entreprises, faisait que la discussion sur les performances était prise en petite équipe, avec des gens qui étaient du même niveau et qui se jugeaient les uns les autres avec une forme de bienveillance qui était presque extraordinaire, presque hors de la réalité, mais avec un fonctionnement qui était vraiment bien, et les bonus étaient attribués aux uns et aux autres par les autres. Alors je ne suis pas du tout pour l'autogestion, il faut que j'écarte ce qu'on pourrait penser de cette déclaration. Je ne suis pas du tout pour l'autogestion, mais je pense que le contrôle de la performance est derrière la récompense, parce que c'est la carotte qui permet de faire avancer les salariés. C'est quelque chose qui ne devrait pas être, et je parle que de ça, je ne parle pas de la fixation des objectifs, mais la récompense en elle-même, la qualité de la récompense, donc d'un système de contrôle de la performance efficient, elle devrait prendre en compte, au moins en petite dose, l'avis des pairs, PAIRS, parce que on peut assez facilement tomber dans des choses qui sont déshumanisées, et donc des primes, des variables, des commissions, des bonus incompris par les gens, qui donnent un sentiment d'injustice et qui font fuir les gens dont on contrôlait la performance, et notamment les commerciaux. Merci Nicolas Sauvage. Merci.